Globe Média 7, bonsoir. La décision du président Talon de renoncer à son ambition de réviser la Constitution suite au rejet du projet de recevabilité de cette Constitution continue donc d'animer les débats. Globe Média 7 reçoit ce jour Evelyne Quenom, directrice de publication du quotidien Kinikini, et James William Gagidi, rédacteur en chef de la télévision Eden TV. Bonsoir, chers invités. Bonsoir. Bonsoir Mesma, bonsoir James William, bonsoir aux téléspectateurs et joyeuse Pâques à tout le monde. Merci. Bonsoir aussi. Bonne à toutes et à tous. Merci. Beaucoup. Tout de suite, donc, nous allons suivre 7 jours au Bénin. 7 jours au Bénin est signé William Tchouki. J'ai deux William. Ils étaient 60 députés, 60 élus de la nation qui ont donné leur quitus le mardi 4 avril dernier pour la prise en considération du projet de loi portant modification de la loi fondamentale du 11 décembre 1990. Quelques jours après, ces mêmes députés disent ne pas regretter leur acte, même après le rejet. C'est ce que révèle l'événement précis dans ces colonnes. Ils sont même prêts à recommencer. Ils l'ont fait savoir à travers une déclaration faite par leur porte-parole, le député Ake Natonde. Une information confirmée par le quotidien Kinikini qui titre « Les 60 députés regrettent d'avoir raté une occasion exceptionnelle de pouvoir toiletter la Constitution ». Pour le Télégramme, ces 60 députés ont promis revenir à la charge, introduit si possible une proposition de loi pour relancer le débat sur la révision de la Constitution. Fraternité, lui, s'intéresse à la nouvelle configuration politique de l'Assemblée nationale après ce rejet. Pour le quotidien Doménotin, les positions se clarifient. On aura, selon le quotidien, 8 groupes parlementaires, dont 6 pour la mouvance, sans oublier ce qu'il convient d'appeler désormais le bloc des 60 députés après le rejet du projet de révision de la Constitution. Et pendant qu'on parle de recomposition politique, Télégramme annonce que le groupe politique L'Union fait la Nation est au bord de l'éclatement. Même crise qui serait en train de frapper les députés FCBE. Plusieurs d'entre eux ont démissionné de leur intergroupe parlementaire, précise le Progrès. Des démissions qu'approuve le député Basile Rossi de l'Union fait la Nation. Il y félicite même les dissidents. L'autre dissident qui fait les frais de son choix, c'est le député Ahmed Tidjani Afo de la liste ABT. Il a écopé ce 13 avril 2017 de la première sanction politique découlant de son nom au projet de révision de la loi fondamentale du 11 décembre 1990. L'information est donnée par Fraternité. L'élu de la nation a été suspendu jusqu'à nouvel ordre par les membres du bureau politique de l'Alliance ABT. L'événement précis parle de manquement à la discipline du groupe, un affaiblissement de cohésion et une trahison des idéaux de l'Alliance. Le ministre Candida Zenaï, ancien ministre délégué en charge de la Défense, réclame avec insistance de passer le témoin après sa démission. L'événement précis nous informe qu'il a adressé un deuxième courrier, mais entre-temps, le président de la République, par le biais de son directeur de cabinet, répond que cette formalité sollicitée par le ministre Azanaï n'est pas nécessaire et qu'il peut disposer de son agenda tel que souhaité. L'ancien président Soglo, lui, dans les colonnes de quotidien Le Progrès, dresse un réquisitoire des 10 ans de Yahi et des 12 mois de talon à la tête du pays. Nissoufou Soglo n'a pas manqué de faire des propositions et donner des orientations pour une bonne gouvernance pour les 4 prochaines années, nous dit l'événement précis au président Talon. Des parlementaires après le rejet de et parlant du président d'honneur de la RB, Fraternité nous informe du tête-à-tête entre ce dernier et le président Talon. Le quotidien Doménotin précise que c'est pour la première fois que le président Talon et son mentor des dernières élections présidentielles se retrouvent après le rejet du projet de révision de la Constitution. Au ministère de l'économie numérique et de la communication, on tape du poing sur la table pour ramener à l'ordre les opérateurs GSM. Une dernière mise en garde à l'endroit des opérateurs de téléphonie mobile a été lancée. Le ministre Rafiatou Morou a décidé de la suspension des offres des réseaux GSM et énumère les nouveaux critères d'autorisation, nous informe la nation. Pour la priorité, c'est une rencontre de vérité sur fond de menaces avec les opérateurs GSM. Après la carotte, bientôt le bâton de Rafiatou Morou, écrit le quotidien. Il y a eu des offres fantaisistes et des désagréments dans le secteur des GSM, renchérit l'autre quotidien, qui précise que le ministre de l'économie numérique siffle la fin de la récréation. Adjavant, lui, siffle autrement la fin de la récréation
et réclame 250 milliards de francs CFA à l'État béninois selon Fraternité, une requête déposée devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans l'affaire découverte de cocaïne dans un conteneur destiné à la société Kadjaf Common. L'or blanc béninois renaît de ses cendres après plusieurs années d'agonie, écrit Fraternité, plus de 400 000 tonnes sans la moindre subvention de l'État. C'est un record du coton béninois, martèle le quotidien de Ménotin. Il demande au chef de l'État de primer les meilleurs producteurs sans oublier de jeter un regard bienveillant vers les produits vivriers. Fin de cette revue hebdomadaire, à dimanche prochain. Merci à vous, William Touki. Evelyne Kedob, vous avez sûrement suivi la déclaration du Bloc des 60. Dites-nous comment est-ce que vous comprenez la frustration affichée par Akhenaton et les siens. Il faut dire que la déclaration des 60, du groupe des 60 députés, ayant voté pour la prise en considération du projet de révision qui a été introduit par le gouvernement, cette déclaration-là est intervenue 8 jours après donc, le vote qui a consacré le rejet et par conséquent le refus d'accepter, d'étudier, d'amender éventuellement ce document-là. Les députés ont exprimé leur état d'âme. C'est le contraire qui nous aurait étonnés, c'est leur mutisme face à une situation du genre qui nous aurait étonnés, vu qu'après que cette minorité de blocage ait voté donc pour rejeter la prise en considération, beaucoup de choses ont été dites. On a parlé des télécommandes et notamment de cette télécommande-là qui aurait par exemple fait acheter donc des voix de députés à l'Assemblée. Alors donc il était donc opportun, à mon sens, que Akhenaton et les siens montent au créneau pour dire d'abord constater le rejet, dire leur regret d'avoir raté. Ils ont justement évoqué les télécommandes, comme vous avez dit, la télécommande, mais d'où viendrait l'argent? Ils disent qu'ils savent depuis longtemps que certaines télécommandes sont particulièrement puissantes, voire irrésistibles. Mais ils n'ont pas dit de quelle télécommande il s'agit. Ce disant, ils rejoignent Mme Rosine Soglo. Non, mais quelque part, je crois qu'ils s'opposent à Mme Rosine Soglo. En voulant faire croire que la télécommande, en tout cas celle dont eux, ils parlent à travers leur déclaration, est celle qui a empêché le vote positif. Ça veut dire qu'il y a eu des télécommandes croisées. Donc à leur sens, il y aurait eu... Vous devez vous dire qu'il y a des télécommandes croisées. Je vais en arriver là. À leur sens, il y aurait eu cette télécommande-là qui a œuvré pour le rejet de l'acceptation, donc le rejet de la prise en considération. Alors que l'honorable Rosine Soglo, elle n'a pas indiqué exactement d'où provenait la télécommande, mais elle a dit qu'elle a reçu de l'argent. Un aveu grave pour un député de son rang, certes, mais quelque part, elle a voté contre. Si elle a voté contre, les partisans du vote contre ont dit et ont soutenu qu'on aurait tenté de la corrompre, qu'on l'a corrompue pour qu'elle vote pour et qu'elle a pris le contre-pied de ce à quoi elle s'était engagée. Et donc, quelque part, on nous embrouille. Certains députés ont voté pour en commission, mais en plénière, ils ont voté contre. Comment expliquer cela? Et c'est justement l'une des raisons pour lesquelles l'honorable Akhenaton n'a pas compris. Il dit, mais en commission, certains ont voté pour la prise, pour en fait, l'envoi donc du rapport à la plénière et ont manifesté leur approbation pour accompagner le projet. Et même certains ont déclaré ou ont donné l'assurance à leur groupe parlementaire qu'ils allaient voter pour. Mais volte-face, ils ont retourné la veste au moment du vote et ils ont voté contre. Quelque part, James William va certainement tout à l'heure. Oui, il est pressé, je le comprends, mais quelque part, les députés nous embrouillent avec cette affaire de télécommande. Qu'ils nous disent maintenant clairement, nous ne sommes pas des enfants, le peuple béninois est adulte. Qu'ils nous disent clairement, non, ils n'ont pas besoin d'attendre le FONAC. Que chacun nous dise, que le bord des 60 nous dise de quelle télécommande il parle
et que l'honorable Rosine Soglo... À leur place, est-ce que vous pourriez le dire? Ah, mais ne pas le dire, ce serait faire économie de vérité de leur part. Simplement parce que le peuple a droit à la vérité. À cette vérité-là, que chacun cache, et puis on nous fait des jeux de coulisses qu'on ne comprend pas. La politique est un jeu, vous le savez, d'économie. On va laisser la parole à William de vérité. La politique pense donc de l'expression de frustration de la part donc, des députés membres de ce bloc de 60. Oui, je commence par dire que la politique est un jeu d'économie de vérité. Il n'y a rien d'étonnant à ce que, d'une part, Akhenaton et ceux qui sont avec lui dénoncent des télécommandes dans l'autre camp et que les autres dénoncent des télécommandes d'un camp. C'est comme, vous vous souvenez, il y a quelques années, en tout cas il y a à peine 2 ans, quand le président de l'Assemblée nationale devait être élu, Maître Adrien Oumbedji, on a parlé également de circulation d'argent, on a parlé de télécommande. Et à cette époque-là, le président Patrice Talon, qui était encore en exil et dans l'opposition, était même pratiquement très clairement accusé par une partie de la classe politique de l'époque de faire partie de cette télécommande que quelqu'un a même jugé de peu vertueuse. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une configuration semblable et les hommes politiques sont toujours dans le combat politique et on nous ramène l'affaire des télécommandes dans une situation qui est celle dans laquelle ce qui était le plus important, c'était d'accepter d'abord de plancher sur le document de révision de la Constitution. Je ne nie pas aux hommes politiques et surtout aux députés le droit de changer d'avis quand ils estiment que ce qu'ils ont prévu faire ne va plus dans l'intérêt de ceux qui les ont mandatés. Il suffit d'un coup de fil, peut-être venu d'un village, d'un député, juste avant le vote, pour que les gens disent « Nous sommes en train de suivre les débats. Radio Hémicycle peut être capté. Donc nous sommes en train de suivre les débats et nous savons que vous êtes en train de dire que vous allez voter en faveur de cette prise en compte et nous ne sommes pas d'accord avec vous. Ça peut être arrivé, tout a pu arriver pour que les personnes, les députés qui ont décidé à un moment donné de changer d'avis le fassent. L'affaire des télécommandes n'est pas exclue non plus et moi je n'en parle pas. Aujourd'hui, ce qui est plus important, c'est qu'on a perdu une occasion et ça je suis vraiment un peu, peut-être pas autant que le député Akhenaton, mais un peu frustré. Ce n'est pas que le projet de révision de la Constitution qui a été envoyé au Parlement était parfait, mais il y avait une occasion, oui, il y avait une occasion de toucher à cela. Mais quelque part, certains députés, certains de ceux qui ont rejeté le projet se sont exprimés et ont dit que telles que les choses s'étaient engagées, telles que certains avaient fait leurs commentaires, avaient annoncé leur vote, c'est que, quelles que soient les circonstances, le test qui lui avait été envoyé, s'il obtenait la majorité qualifiée des 63 députés nécessaires à ce moment-là, que c'est le test intégralement qui aurait obtenu également le vote favorable des députés, que les amendements n'auraient pas prospéré et cela avait justifié pour certains la peur de voter en faveur de la prise en compte. Tout cela peut encore être débattu, réanalysé autant que l'on veut. On ne changera plus l'histoire. Certains évoquent des changements d'articles en masse. Comme le président Soglo, il dit qu'il y a eu jusqu'à un quart des articles, le quart des articles quand même qu'on aurait changé. Est-ce pour ça qu'on aurait refusé donc de prendre en considération le test en l'état? Oui, quelque part, moi je trouve que le décret de transmission à l'Assemblée nationale qui précise qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle république, le décret va trop loin dans son expression. Le décret n'avait pas besoin de faire cette précision. Il revient aux constitutionnalistes, il revient à la Cour constitutionnelle, il revient aux spécialistes de dire si avec une quarantaine d'articles, sinon 43 ou 44 articles modifiés, 43. Exactement 43, qu'il s'agit d'une nouvelle constitution et qui donne donc lieu à une nouvelle république. Donc, cette mention était sans doute superflue. Est-ce que cela pouvait expliquer le fait que les députés aient décidé de voter contre? Il y avait quand même de très bonnes choses dans ce projet de révision et les députés nous ont fait perdre, moi je le dis encore une fois, l'occasion de modifier la Constitution dans certains de ces aspects, notamment pour la lutte contre l'impunité dans ce pays. Merci. Evelyne Kelom, à travers leur déclaration, ils disent regretter le rejet, mais ils précisent que ce n'est que partie remise. Et c'est-à-dire qu'ils vont réintroduire le test en guise de proposition de projet, de proposition de loi, proposition de révision, proposition de révision de la Constitution. Est-ce à dire qu'ils vont le faire? Ben, peut-être oui, peut-être non. Le groupe des 60 députés a estimé que ce sont des considérations politiciennes, des calculs étroitement partisans et quelques considérations obscures, je l'ai bien noté,
considérations obscures et donc qui ont prévalu et qui ont fait échouer le projet. Donc, selon le groupe des 60 députés, les raisons qui ont présidé au rejet n'étaient pas des raisons objectives. C'était tout sauf objectif, c'était des calculs politiciens. Et s'il en est ainsi, ils invitent les patriotes, les démocrates et leurs collègues députés à se rassembler. Vous dites qu'ils vont réintroduire il se pourrait. Mais à le faire en quel état? Oui. C'est-à-dire que ça va être une forme améliorée ou la même forme? Ou le même document. Ouais. À partir du moment où le Parlement a concurremment avec le chef du gouvernement l'initiative de la révision donc, de la Constitution, les députés ne seront pas obligés de réintroduire le document ayant émané à la lettre. Donc, du gouvernement. Ils ont la latitude de réfléchir, de s'organiser, de réfléchir, de consulter éventuellement donc, leur mandant et de modifier. Ils pourraient peut-être partir de ce socle-là, de l'essentiel de ce qui a été du contenu de ce document-là, de ce projet de loi, mais le modifier et l'adapter aux aspirations donc, de leur mandant. Il faut dire que ces députés-là, ils ont invité, je voulais le dire, les patriotes, les démocrates et leurs pairs députés à se rassembler autour des intérêts majeurs du Bénin qu'ils consolident. Ils les invitent à consolider, à prendre les dispositions pour consolider notre démocratie en rénovant notre système politique pour mieux gérer le pays. Cela laisse croire que quelque part, ils n'ont pas encore totalement baissé la garde, même si quelque part, ils avouent avoir échoué, ils se donnent la latitude de revenir à tout moment avec une proposition de loi portant modification une proposition de loi portant modification de la Constitution pour éventuellement donc ouvrir à nouveau le chantier de la révision de la Constitution. Ils sont libres de le faire. D'accord, Evelyn Kenom. James William Gwagdi, oui. ils y tiennent Dieu comme fer, mais pourquoi y tenir autant? Non, alors que, à mon avis, ils n'ont pas dit qu'ils y tiennent. Si vous permettez, au contraire, je ne pense pas de leur discours, de leur comportement de ces derniers jours. Je n'ai pas l'impression que le groupe des 60, ni même le gouvernement, le chef de l'État, en particulier... Le gouvernement ne tient plus. Le gouvernement ne tient plus, non, mais le groupe des 60 dit, le groupe dit, ce n'est que partie remise. Oui, mais il ne s'agit pas pour autant de ce qu'ils sont déjà sur le point d'introduire un nouveau projet, une proposition. Ils n'ont pas non plus annoncé qu'ils vont modifier ceci ou cela. Je pense que nous allons peut-être un peu trop vite en besogne en pensant qu'ils vont faire dans la déclaration, ils ont dit qu'ils vont oui, la déclaration, c'est clair que ils ont manifesté un besoin. Ils ont senti un besoin de modifier, d'améliorer le système politique béninois, et cela a été dit encore dans leur déclaration. Et ce système politique béninois peut être modifié, et on l'a dit même pour les partisans du rejet, on dit qu'on pourrait modifier le système politique béninois à travers la charte des partis politiques. On pourrait modifier le financement des partis politiques en votant des lois ordinaires plutôt que de le faire forcément à travers la révision de la Constitution. Et donc, on peut s'attendre à ce que les députés révisionnistes passent par des lois ordinaires pour proposer donc ces modifications plutôt que de ramener forcément un projet de révision, une proposition de révision de la Constitution. Et par ailleurs, il faut se souvenir que le chef de l'État, il a tellement et si bien pris acte de ce qu'il n'y aura pas de révision constitutionnelle sous son mandat qu'il a même commencé à laisser entendre, et vous l'avez entendu sur cette chaîne même et ailleurs, qu'il se pourrait qu'en 2021, il soit de nouveau candidat à sa propre section. Oui, justement, dans la foulée, l'ancien président Soglo a effectué une sortie politique, une sortie que certains apprécient à leur manière. Ils y voient un réquisitoire. Je voudrais avoir votre vue là-dessus. S'agit-il d'un réquisitoire, d'un conseil ou plutôt d'une adhésion? Bon, à mon sens, il ne s'agit pas d'une adhésion. Il ne s'agit pas non plus d'un détachement de ce qui se fait. Le président Soglo, à mon sens, s'est voulu centriste. À le lire et à l'écouter, on a compris
que le président Nicéphore Soglo porte des griefs sur un certain nombre d'éléments de la gouvernance Talon, mais il ne s'en détache pas pour autant. Le président Nicéphore Soglo souhaite que le Bénin soit mieux gouverné. Il souhaite que le président Patrice Talon soit plus à l'écoute des populations. Et il souhaite, quelque part, c'est vrai qu'il a révélé un certain nombre d'éléments dont il aurait pu s'abstenir. Nous dire, par exemple, que c'est le président Patrice Talon qui a formé le premier gouvernement de Boni Yayi en 2006 est une révélation dont il aurait pu se passer, à mon sens. Dire, par exemple, que c'est le président Patrice Talon qui a financé le chaos de 2011, il aurait pu s'abstenir de le faire. Une fois Soglo l'a dit, ça ne veut pas non plus dire que c'est la vérité d'évangile. Justement, encore qu'on est en politique et que la manipulation des masses fait justement partie des stratégies de conquête du pouvoir. Nous sommes à 2 ans des prochaines élections législatives et donc chaque camp est déjà subtilement en campagne. Chaque camp affûte déjà ses armes pour conquérir au maximum donc l'électorat. Et donc le président Nicéphore Soglo a quand même souhaité, ça je le disais tantôt, que le président Patrice Talon soit beaucoup plus à l'écoute des populations. Et il s'est montré sensible aux conditions de vie des populations. Il s'est montré sensible aux problèmes des jeunes, au chômage. Il s'est montré sensible aux problèmes des femmes qui récemment, dans leur majorité, pour celles qui ont de petites activités génératrices de revenus, il a montré donc que ces couches déjà vulnérables de la population se trouvent davantage fragilisées par certaines actions du gouvernement et il a souhaité que le président Patrice Talon puisse tenir compte de ces éléments-là pour mieux gouverner. Oui, William James, oui. Oui, j'ai entendu l'expression du président Nicéphore Soglo comme un cri de cœur venant non pas d'un acteur politique en campagne précoce, mais surtout de quelqu'un qui a été déçu par les 12 premiers mois au pouvoir du président Patrice Talon. Il s'attendait certainement à ce que, à son accession au pouvoir, puisqu'il l'a soutenu, que ce que Patrice Talon donne une part plus belle à la population que ce qu'on a vu sous le règne précédent. Il a été déçu par Boni Yayi, profondément déçu. Il a lutté même contre lui de façon véhémente. Un quotidien de la place dit qu'il critique Yayi et caresse Talon. Oui, non, il n'a pas vraiment caressé Talon. Il souhaite, parce qu'il reste encore quelques temps. Il en a saisi l'occasion pour faire des propositions constructives. Oui, justement, il a appelé Talon à ne pas rendre son mandat aussi impopulaire que celui ou que ceux que Boni Yayi a laissé à la tête de l'État. Et c'est cela même ce que moi j'ai cru entendre dans l'expression du Nicéphore Soglo. Oui, il y a un citoyen béninois en la personne de Ismaël Kafo qui demande au président de la République de ne pas laisser tomber son projet de révision. Il y tient. Lorsque les gens y tiennent comme ça, ne peut-on pas croire qu'il y ait des hommes politiques derrière? Puisque, n'oublions pas, une autre candidature du président Talon pourrait déranger. Oui, mais il faut dire que les détracteurs du président Patrice Talon ont tout intérêt à le voir échouer. Et pour le voir échouer, il faut lui suggérer des pistes glissantes, des pistes sur lesquelles on est presque sûr que s'il les empruntait, il glisserait et tomberait. Et donc, je crois que c'est de bonne guerre que des hommes politiques utilisent, ou n'utilisent peut-être pas, des citoyens, ou que des citoyens de leur propre chef décident d'orienter, de prodiguer des conseils au chef de l'exécutif pour lui dire non, allez dans tel ou tel sens, nous sommes derrière vous. Ils le font d'autant qu'ils savent que la Constitution non révisée, le président Talon va se présenter. Ben, qu'on révise ou pas, si on révise, on peut réviser et ne pas adopter le mandat unique. Si la révision aboutissait sans la prise en compte des dispositions relatives au mandat unique, et donc si la révision aboutissait avec la reconduction des anciennes dispositions relatives aux 2 mandats,
non renouvelable, mais rien ne changerait. Et donc, la question du mandat unique n'est pas forcément étroitement liée à celle de la révision de la Constitution, parce qu'il n'a jamais été dit que le texte envoyé par le gouvernement devait être donc adopté en l'état. Le président Patrice Talon, j'ai entendu un homme politique, je ne vais pas le citer, dire ce matin sur une télévision de la place... Nous savons que vous êtes dans la haute sphère politique. Non, non, pas du tout. Je suis simple journaliste, observateur de la vie politique de mon pays. Et donc, j'ai entendu un homme politique dire exactement ceci. Le président Patrice Talon a dit « j'aviserai, je serai candidat ». Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Non, il n'a pas dit qu'il sera candidat. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit qu'il avisera. Il a dit qu'il avisera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se donne le temps de réfléchir. Comment opportun, il saura quoi faire. De réfléchir. Quand il ajoute et de décider. Que ça l'amuserait bien. Je n'ai pas fini, James William. Je vais oublier le fil de mes idées, si vous le permettez. Il a dit « j'aviserai selon mon ressenti ». Il a été clair. Il n'a pas dit « j'aviserai en 2021, je serai candidat ». Il n'a pas dit. Au moment opportun, cela veut dire qu'au moment opportun, il saura quoi faire. C'est cela. Oui, d'abord même avant de décider de quoi faire, il se donne le temps de la réflexion. La réflexion va précéder l'action et donc, il prend le temps de réfléchir. En général, il y a quelque chose de, la réflexion précède toujours l'action. Il y a quelque chose de fondamental qu'il ne faut pas oublier. En août, le 1er août 2016, peu après son accession au pouvoir, quand les journalistes interrogeaient le président Patrice Talon en lui demandant, en lui rappelant que le pouvoir corrompt et que le fait de bénéficier des prérogatives, des privilèges qu'accorde le pouvoir, peut lui l'amener à vouloir changer d'avis. Il avait répondu à l'époque qu'il fera en sorte que la révision de la Constitution ne lui permette pas, même quand il aura changé d'avis, de se présenter pour sa propre situation. Voici donc que la révision de la Constitution a échoué et éventuellement, si l'envie lui prend d'être candidat à sa propre situation, il n'y aura finalement plus rien pour l'empêcher de le faire. Et on n'a pas à se morfondre pour ça. Ceux qui ont empêché ce projet de révision, ceux qui, d'une façon ou d'une autre, se sont opposés, ont peut-être là tiré sur la queue du chat qui dort et pourront peut-être en récolter les conséquences. Mais il y a également une autre chose dont il faut tenir compte quand on parle encore du mandat unique, on en parlera peut-être encore longtemps. Il y a cette décision de la Cour constitutionnelle qui date de quelques années et qui a cité un certain nombre d'éléments de la Constitution actuelle qui ne peuvent pas être révisés. Est-ce qu'une révision constitutionnelle qui aurait porté le mandat unique aurait été validée par la Cour constitutionnelle actuelle? Voilà encore une question pour laquelle on n'a pas encore de solution et pour laquelle on n'en aura pas. Justement parce que les députés ne nous ont pas donné l'occasion de faire le débat sur la question et de faire en sorte que la Cour constitutionnelle joue son rôle d'arbitrage et nous dise voilà ce que j'ai dit dans une jurisprudence datant de 2011, je réaffirme ou j'infirme. Malheureusement, le débat n'a pas eu lieu. Et donc, quelque part, l'initiative a été tuée dans l'œuf et on n'a pas eu droit donc, à ces débats-là qui auraient pu nous enrichir. Voilà. Autre sujet, une semaine de garde à vue et un procès soldé par un non-lieu pour insuffisance de preuves. C'est lié justement à Sébastien Adjavon qui aujourd'hui réclame 250 milliards à l'État béninois pour dommages et intérêts. Qu'est-ce que cela vous inspire, James William Wahizi? J'ai été surpris un peu comme tout le monde d'entendre l'avènement de cette plainte, une double plainte d'ailleurs portée d'une part au tribunal de première instance de Cotonou. Sébastien Adjavon évoque notamment une détention arbitraire, il parle d'atteinte à son image de marque. Devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, les plaintes, ou du moins les motifs de plainte sont encore plus nombreux et plus graves. Il parle de prolongation illégale de sa garde à vue sans preuve. Il parle de l'agissement du parquet qu'il trouve tendancieux. Il parle de violation du droit à un procès équitable. Il évalue le préjudice que tout cela a porté à son entreprise, à ses activités, à pratiquement 250 milliards. Donc, qu'il réclame à l'État béninois de lui rembourser aujourd'hui. C'est une grande surprise que cela a été pour ma part, pour moi en tout cas, d'apprendre cette nouvelle et automatiquement, comme pour la plupart des Béninois, cela a rappelé le souvenir des événements qui ont concerné
Patrice Talon quand le programme de vérification des importations de nouvelle génération dont il était le porteur à l'époque de Boni Aï a été suspendu et je dirais même complètement saccagé. Est-ce que nous nous trouvons dans une situation de parallélisme, voilà? Est-ce qu'aujourd'hui, Sébastien Adjavon porte plainte contre l'État dans une perspective semblable à celle de Patrice Talon en 2013-2014? La question, elle est posée. Voici une... Mais lorsqu'on dit insuffisance de preuves, ça ne veut pas dire qu'il est blanchi. Non, justement, il n'est pas blanchi. Et justement, c'est pour cela qu'il estime que sa réputation a été véritablement entachée par cette affaire. Il a même dû quitter, selon ce que disent ses avocats, le conseil d'administration de cette société Kajaf Common pour cette raison-là et pour maintenir, pour restaurer un peu l'image de marque de cette entreprise qui malheureusement a quand même pris un gros coup. Lincoln, 250 milliards à payer par l'État béninois, c'est Sébastien Adjavon, un natif du Bénin, qui réclame ses moyens. L'homme d'affaires Sébastien Adjavon a esté l'État béninois en justice, mais il n'a pas encore gagné le procès. C'est vrai qu'il a ses prétentions. Il dit avoir pardonné, mais n'avoir pas oublié. Et il ajoute... Lorsqu'on pardonne, on ne demande pas 250 milliards à son pays. Et il ajoute que depuis cette affaire baptisée de son patronyme, Adjavon, il a fait l'objet d'un harcèlement organisé. Mais qui est-ce qui organise? Ça, c'est des déclarations graves de sa part. Cet harcèlement contre sa personne. Qui? Il a donné des noms. Il a dit très clairement que, en tout cas, l'avocat dit que la main de l'exécutif était trempée dans l'affaire. Ça a été clairement dit. Justement, il indexe le chef de l'État. Il indexe l'exécutif. Il indexe le chef de l'État, qui d'ailleurs, ce matin, sur une radio internationale, a donné son point de vue sur la question. Mais à notre connaissance, il n'y avait pas de contentieux avant cette affaire. Oui, quelque part, j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, parce que le président Adjavon même ne sait pas, pour ce que j'en sais, exprimer sur la question. La brouille entre les deux hommes politiques serait consécutive à des discussions sur la liberté d'association sur le campus universitaire. C'est ce qu'on nous dit. Encore que ce qu'on nous dit peut ne pas être ce qui est. Vous savez, avec les hommes politiques, il faut faire attention. Vous n'êtes jamais sûr d'entendre absolument la vérité chez l'un ou l'autre. Parfois, on nous sert tout, sauf la vraie version des faits. Parce qu'on estime justement que le peuple n'a pas droit à la vraie vérité. Et donc, quelque part, si on nous dit que c'est parce que le président Adjavon aurait réclamé plus de liberté pour les associations estudiantines que son ami, entre griffes d'alors, qu'il a soutenu et qu'il a d'abord d'ailleurs aidé à accéder à la magistrature suprême, se serait retourné contre lui. On ne sait pas encore. Mais une chose est sûre, il y a brouille entre les deux hommes politiques. En quoi est-ce que cette brouille-là engage le Béninois que je suis? Où se situe l'intérêt du Béninois que je suis dans cette affaire-là de milliards et de milliardaires? La question se pose parce que, écoutez, James William Badidi, je ne le vois pas rester quelqu'un en justice et réclamer 250 milliards. Et puis, donc vous aussi, vous êtes déjà vous n'avez pas le pays. Vous pouvez faire avec 250 milliards, on va quand même réaliser des infrastructures dans le pays. Vous réclamez ce que vous pensez avoir perdu, c'est à la justice de décider si elle vous accorde quelque chose ou pas. Et donc, dans cette affaire-là, de toute façon, il faudra laisser la justice faire son travail. Le tribunal de première instance de Cotonou, le tribunal est saisi, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est également saisie. Donc, on attendra de voir ce que... D'accord, nous allons passer quand même au dernier sujet. Oui. Dans cette affaire, oui, mais on n'a plus beaucoup de temps. Qu'il ne fait pas cette plainte pour que les 250 milliards viennent grossir son patrimoine personnel, mais qu'il pense, s'il obtenait gain de cause, les redistribuer à la population. N'est-ce pas une manière de susciter la sympathie de l'électorat pour les prochaines batailles électorales à venir? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Alors, nous allons passer à un troisième sujet. Rafiatou Moro qui a rencontré une deuxième fois les opérateurs GSM pour siffler la fin de la pagaille. Avez-vous l'impression que ces opérateurs GSM vont lui faciliter la tâche?
puisque depuis, il y a toujours des vols de crédit, il n'y a pas de traçabilité dans la consommation. En tout cas, oui, il y a déjà eu une rencontre de ce genre-là où on nous a dit que les opérateurs GSM vont rembourser ce qu'ils ont prélevé de façon indue sur les comptes des usagers de téléphones mobiles que nous sommes. Je n'ai pas vu grand-chose revenir sur mon compte personnel à moi. Et je sais que beaucoup de bénévoles n'ont pas vu grand-chose arriver sur leur compte non plus. On n'a pas vu donc d'effet véritable de cette première sortie, de cette première rencontre avec les opérateurs GSM. Imaginez-vous que vous finissez, vos crédits s'épuisent et que l'opérateur GSM vous envoie un message de félicitations. C'est-à-dire, félicitations, vous n'avez plus de crédit. C'est une très bonne chose, c'est-à-dire, c'est plaisir, quoi. On vous félicite. Maintenant, on vous suggère la manière d'aller emprunter des unités, et quand vous aurez emprunté, quand vous allez rembourser, on vous prélèvera encore. Il arrive même que vous ne fassiez pas de prêt et qu'on vous prélève cela. On vous prélève. C'est incroyable ce qui se passe avec les opérateurs GSM. Je ne sais pas si notre ministre a vraiment les moyens de sa politique. Il y a d'autres domaines dans lesquels je ne sais pas si elle est déjà allée. Justement, un ultimatum a déjà été lancé il y a 2 mois. Ça n'a rien donné. En tout cas, pour ce qui concerne les usagers, un usager ordinaire que moi je suis, je n'ai senti aucune amélioration dans la qualité des prestations de ces opérateurs GSM, ni même dans les prélèvements qu'ils font sur nos comptes. Bien au contraire. Oui. L'autorité de régulation, l'ARCEP, autorité de régulation, est censée faire des études sur les différentes offres. Est-ce que vous croyez que les membres de l'ARCEP soient à l'abri du besoin et qu'ils pourront faire le travail en toute transparence? Non, avant de les avoir vus à l'œuvre, on ne peut présumer de leur... Il y a eu d'autres membres de l'ARCEP. L'ARCEP a toujours existé. Oui, mais les problèmes également ont toujours existé avec. Il faut dire que d'abord, dans cette bataille-là, les associations de consommateurs ont disparu. Qu'est-ce qui explique le fait qu'aujourd'hui, le consommateur de produits GSM ne voit aucune association s'afficher pour défendre ses intérêts? Qu'est-ce qui se passe? Les associations de consommateurs doivent nous expliquer ce qui se passe. Oui, mais qu'est-ce qui explique leur silence? Il y en a, mais qui font des actions très timides. Oui, mais il faut encore des moyens pour médiatiser les actions des... Pourquoi ne pas mettre ces opérateurs en concurrence avec d'autres opérateurs quand même qui ont fait le pas ailleurs? Mais il faut que la volonté SFR, et il y en a Orange et autres. Oui, vous savez, nous avons déjà quand même 4, le 5e ayant disparu, qui ne sont pas 4 opérateurs qui ne sont pas forcément sérieux. Non, pas forcément, mais nous ne pouvons quand même pas, chaque fois multiplier les opérateurs. On peut le dire, d'autant que les crédits sont toujours volés. Il ne s'agit pas de multiplier les opérateurs. Il y a des pays où il n'y a que 2 ou 3 opérateurs qui fonctionnent très bien, qui assurent les besoins des consommateurs. Le problème ici, c'est qu'il faut qu'il y ait une instance de régulation qui sache faire son travail et qui ait les moyens de faire son travail. Parce que je ne sais pas, moi, je n'ai pas vérifié, mais je ne sais pas si l'ARCEP dispose véritablement des moyens, des technologies dont il faut disposer pour vérifier comment se déroule cette opération au niveau des GSM. Vivement que l'escroquerie prenne fin. Nous allons passer Il faut un mécanisme fiable de contrôle. Absolument. De contrôle, nécessairement. Et il faut qu'on en finisse avec les mots MOTS pour régler les mots. MAUX. Merci. Alors, nous allons suivre l'actualité sur le web. L'actualité sur le web nous est présentée par Yves Patrick Loco. Amis de la revue du web sur Club Média 7, bienvenue et bonne fête de Pâques. Une fête que célèbrent les Coptes égyptiens à Jérusalem, nous apprend le site de RFI.fr. Selon Marine Vlahovic, correspondante de RFI à Jérusalem, quelques jours après les attentats qui les ont visés en Égypte, quelques 5000 chrétiens sont allés dans la ville sainte pour la cérémonie du feu sacré de l'église du Saint-Sépulcre. Pendant que les Coptes fêtaient en Israël, un attentat terroriste frappait la Syrie. Le drame a occasionné une quarantaine de morts et est survenu pendant l'évacuation des localités pro-régime Bachar el-Assad. L'information est rapportée par le site de la chaîne LCI International. Parlons d'un autre drame, c'est celui qui a frappé en cours de semaine le Sénégal. La ville de Gounass Médina a été le théâtre d'un incendie qui a fait plusieurs morts.
Selon le site sénégalais Réumi.com, le président Macky Sall a décrété 3 jours de deuil national. L'incendie est survenu au cours de la retraite spirituelle annuelle de cette ville. Deuil au Sénégal, joie chez d'autres Sénégalais. 28 tirailleurs ont en effet été naturalisés en France ce samedi par le président François Hollande. Il était temps de réparer cette injustice, a dit le président français, que rapporte le site de France 24. Les autres présidents nous ont ignorés, confient les tirailleurs pour qui cette distinction devrait venir plus tôt. Nous sommes en France, restons donc dans l'Hexagone avec un autre François. Le candidat Fillon a rendu les costumes à lui offerts par Robert Bourgi. Le site américain Huffington Post ne pense pas que les costumes rendus sont les mêmes qui ont été offerts à M. Fillon. C'est sur cette polémique de cadeaux donnés et rendus que s'achève ce tour du net. Merci de nous avoir prêté attention. Merci à vous Yves-Patrick Loco. James William Baguidi, une affaire de costume s'invite dans l'actualité politique française. Oui, costume offert à François Fillon par Robert Bourgi. Et quand on sait qui est Robert Bourgi, un des parrains, en tout cas un des derniers dinosaures de la France-Afrique, et on imagine l'influence que ce dernier aurait pu avoir sur François Fillon, président de la République française, on peut comprendre d'où est venue la polémique. François Fillon a annoncé, après avoir reçu les costumes, après que l'affaire a été inventée, dit qu'il a restitué les costumes. Oui. Mais encore aujourd'hui, Mediapart vient d'annoncer que les costumes n'ont pas été rendus à Robert sur 3 ne seraient pas les vrais. Voilà, d'autres auraient été inventés ou du moins remplacés. Ce n'est pas les costumes de Harris, le couturier encore français. Une fois, peut-être que l'image de François Fillon, du moins la personnalité de François Fillon dérange à un tel point qu'on fait tout pour détecter, pour déterminer qui il est, de façon à ce que les Français ne tombent pas dans le piège d'un homme qui, face à la politique, n'a pas toujours dit les vérités. Merci à vous, James William Baguidi. Evelyne Kedom, François Fillon aurait-il menti? Ben, il a retourné les costumes. Il a retourné des costumes. Des costumes. Mais a-t-il retourné les costumes? Est-ce qu'il a retourné les 3 sur 3 par Robert Bourgi, nous n'en savons rien. C'est sa parole contre celle de ses détracteurs. Mais ce que je retiens de cette affaire de costumes, c'est que pour être candidat à une élection présidentielle en France, il faut être propre. Vraiment. Il faut être propre. Ce qui veut dire que c'est tout un parcours qui se prépare sur de longues années, puisqu'on peut aller chercher, même dans des événements qui datent d'avant votre naissance, pour vous fragiliser. C'est une leçon pour nous. Il est vrai que nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau en Afrique, mais c'est une leçon pour nous. Nous devons savoir nous tenir. Nous devons savoir nous tenir. Cela paraît important. Merci à vous, Evelyne Kenom, directrice de publication du quotidien Kini. Et puis, vous étiez tout à l'heure, vous étiez en face de James William Baguidi. Je ne vais plus faire la confusion. C'est James d'abord, James William Baguidi. Prénom composé. Voilà, rédacteur en chef d'Eden TV. Merci d'être passé sur ce plateau. Avec plaisir, nous allons vous recevoir sous peu. Merci. Tout de suite, donc, la rubrique Le Médiateur avec Jocelyne Aladaye Dayon. Jocelyne, donc, avec qui nous allons évoquer donc, les problèmes de déontologie qui minent donc la presse béninoise. Tout de suite, Le Médiateur. Bonsoir Jocelyne Aladaye Dayon. Avec vous, donc, nous allons évoquer les problèmes de confraternité qui minent la presse béninoise. Tout à fait, confraternité. D'abord, par confraternité, je vous souhaite aussi une joyeuse Pâques. Merci Jocelyne. De joyeuses Pâques à tous aussi à la maison. Alors aujourd'hui, pour ainsi dire, notre petit menu de médiateur de la presse va concerner l'article 17. L'article 17 étant un article qui désigne l'atteinte à la confraternité. La confraternité, bien évidemment, pour l'expliquer, c'est un terme féminin qui va désigner les rapports amicaux entre confrères. Bon, et quand il s'agit des confrères des médias, au niveau des professionnels des médias, l'article 17 stipule expressément ceci, je vais vous le lire, comme ça, vous saurez que ça fait le lit
à ce dont on va discuter. On dira que le journaliste doit rechercher la confraternité. Cet article 17 va continuer en disant que le journaliste s'interdit d'utiliser les colonnes des journaux ou bien les antennes de radio et télé à des fins de règlement de compte avec les confrères. Bon, nous faisons partie d'une même famille en tant que journalistes, nous sommes de la même corporation, donc nous nous devons un tant soit peu du respect, de la loyauté et même de la solidarité. Malheureusement, ces temps-ci, ce n'est pas chose courante. Il y a beaucoup d'entorses, de violations à ce principe sacro-saint de notre code d'éthique et de déontologie. Donc, certains problèmes minent la confraternité, allais-je dire. Quels sont les faits récents qui interpellent donc tous les professionnels des médias? Bien évidemment, la semaine passée, nous devions en parler, mais nous n'avons pas eu le temps de le dire. C'est pourquoi peut-être que notre intervention est tout juste décalée dans le temps, mais elle intervient et elle est d'autant plus sérieuse et importante et même très actuelle, étant donné qu'il s'agit pour les faits de deux directeurs d'entreprises de presse. Ils ont leurs journaux et ils accompagnent, selon les faits, parce que nous avons lu beaucoup d'articles autour, quand ces parutions, certaines publications nous ont interpellés, notamment les publications du 23 et 22-23 mars dernier dans l'Audace Info. L'Audace Info qui est bien sûr gérée par un directeur général qui est journaliste. Il s'appelle Alengo. Romuald. Et en face, il a comme victime, entre griffes, un autre confrère qui est aussi journaliste, qui est directeur du journal L'Éclaireur, c'est Marcos Borrigui. Et il s'agit que ces deux journalistes, à travers leur entreprise de presse, ont accompagné des sociétés commerciales. Sobecop, soutenu par l'Audace Info, et ETC, soutenu bien sûr par Marcos Borrigui. Et au lieu de se focaliser autour des actions qui sont pendantes pour les deux de sociétés commerciales devant l'instruction, donc devant les tribunaux, c'est une affaire pendante entre ETC et Sobecop. Et au lieu d'accompagner par leur accompagnement médiatique et conseils et publication d'articles autour des enjeux même de la question conflictuelle entre les deux sociétés qu'ils soutiennent, ils se sont laissés aller à se tirer dans les flancs. Et on s'est retrouvé avec l'Audace Info qui fait un peu office de bourreau contre une victime qui est l'éclaireur avec Marcos Borrigui. Et jugez-en par vous-même parce qu'il y a quelques petits titres qui pourraient éclairer l'opinion. Par exemple, le 22, Audace Info va titrer en disant Marcos Borrigui dans un mauvais rôle, craignant que son anus, excusez-moi parce que le terme moi-même il me choque, son anus soit découvert, il végète dans la diversion. Le 23 mars, il revient encore dans les colonnes de son journal et il dit « Habitué de raconter des balivernes sur le dos de la justice béninoise, l'étau se resserre autour de Marcos Borrigui. » Il continue encore en page intérieure, l'Audace Info, il s'agit de l'Audace Info contre Borrigui. Il dit « Nous faisons le rappel, je cite, pas à pas des faits. » Et il charge son confrère Borrigui. Et toute une pleine page pour noircir ce confrère. Et cela, voilà la série de faits. Ce n'est pas très orthodoxe, mais c'est ainsi. Voilà les faits exactement plaqués. Mais quelle appréciation faites-vous du moins de cette attitude entre confrères et qui plus est, sont quand même des directeurs de publication? Tout à fait. Directeur de publication, déjà, ce n'est pas très orthodoxe. Et ensuite, d'abord, c'est un comportement qui viole l'article 17, la confraternité. Ensuite, c'est une atteinte à la solidarité, même si entre deux sociétés, il y a déjà un pugilat, que deux professionnels des médias, plus est, qui sont porteurs d'exemplarité, normalement, quand on est directeur de sa structure, plus est un douanier dans la presse. Je pense que les douaniers doivent savoir raison garder. Donc, c'est un peu ça. Ils ont fait cette atteinte à cette solidarité qui n'a pas accompagné, ou Alengo n'a pas accompagné Borrigui un peu dans les actions. Ensuite, ils ont fait diversion dans l'opinion parce qu'ils se sont laissés aller
à des intérêts, des questions d'intérêt personnel qui n'ont rien à voir à éclairer l'opinion de leurs lecteurs qui demandent plutôt des faits, des arguments, de l'investigation pour les accompagner un peu dans l'éclairage. Se sont laissés un peu apporter parce qu'après, leurs clients ont des affaires qui sont pendantes encore devant la justice. Donc il faut savoir raison garder. Jocelyne Aladaye Dayan, faut-il jeter de l'opprobre sur son collègue et lui présenter des excuses après, comme le fait aujourd'hui Alingo? Ben, malheureusement, quelques semaines après, je ne comprends pas pourquoi, notamment dans ses parutions du 27 et 28 mars, l'Audace Info, à travers son directeur Oumial Alingo, se retrouve encore à se tirer même dans les jambes en présentant des excuses, en passant des communiqués, en allant même passer des communiqués radio sur Golf, etc. Donc, cela, je ne comprends pas à quelle fin on bousille la dignité d'un confrère et en même temps on se dédie quelques jours après. À quelle fin, pour quel gain, vraiment, il faut avoir de la retenue désormais dans ce que nous faisons comme métier. Parce que c'est un métier noble. Merci. Votre mot de la fin, Jocelyne Aladaye? Pour dire tout simplement qu'il n'est pas question de faire des guéguerres quand on fait notre profession. Sachons raison garder, ayons la maîtrise de nous-mêmes, maîtrise de soi, de la hauteur aussi, de point de vue, d'opinion. Nous, ça nous fait toujours très pénible de venir déçus et d'en parler aussi, parce que nous sommes tous professionnels des médias. Donc faisons un peu d'attention, recentrons nos actions autour des sujets qui vont bien sûr passionner les concitoyens, nos frères et sœurs béninois et dans le monde entier, mais sachons que nous avons un métier noble et que nous devons toujours, dans l'action de solidarité, notre responsabilité sociale, savoir jouer notre rôle avec circonspection. Merci à vous, Jocelyne Aladaye Dayan. Ce sera tout pour cette émission. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne. Au revoir.